Bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes député européen, vous êtes coprésident du parti de gauche. Je rappelle qu'à l'élection présidentielle de 2012, vous avez recueilli 11% des suffrages. Vous avez également été sénateur socialiste de l'Essonne et ministre de Lionel Jospin. Vous êtes aujourd'hui tête de liste aux élections européennes pour le Front de gauche, pour le Sud-Ouest. Vous êtes opposé, très opposé au gouvernement de Manuel Valls et à François Hollande. Vous dites, je vous cite, qu'ils sont comme deux olives dans un pressoir. Il faut rappeler que vous les avez bien connus lorsque vous étiez membre du Parti socialiste. Vous dénoncez aujourd'hui, avec votre vigueur bien connue, l'austérité et la rigueur. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. par Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour Bonjour. RCF. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Alors, en 2012, les députés du Front de gauche sont abstenus sur la déclaration de politique générale de Jean-Marc Ayrault. 2014, vous votez contre la déclaration de politique générale de Manuel Valls. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste la personnalité entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, ou est-ce que c'est l'orientation politique du quinquennat de François Hollande qui a changé? Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez raison de noter la différence. Je ne suis pas le mieux placé pour en rendre compte, car nous avons un usage assez particulier, que pour ma part je désapprouve, qui est que le groupe se prononce sans consulter personne, et chacun de ces éléments ensuite vote comme il veut. Vous n'auriez pas voté comme ça? Non, c'est la pratique que je désapprouve, c'est l'organisation. Non, après, je le comprends. Les deux votes ont un sens. Le premier, c'est une appréciation qu'avaient mes amis de l'état de l'opinion de gauche. Il ne faut jamais poser d'actes qui risquent d'être totalement incompris. Le gouvernement venait de s'installer, la gauche venait de l'emporter contre Nicolas Sarkozy. Un certain nombre d'entre nous pensaient qu'il pouvait faire autre chose que du Hollande et du Ayrault, c'est-à-dire une politique plus à gauche. N'arrivez pas à croire à ce que je leur annonçais de ce que serait la politique de François Hollande. Vous l'aviez pressenti, vous l'aviez pressenti. de longue main. Oui. Je connais ces textes depuis les années 80. Je suis celui qui en a ramené quelques-uns à la surface. François Hollande a toujours été, reconnaissons-lui ce mérite, calé sur cette orientation. Alors entre les deux, que s'est-il passé? Un mûrissement de l'opinion? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos milieux de gauche engagés, tout ce que nous voyons n'a plus rien à voir avec le minimum de ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un gouvernement de gauche. C'est un homme du Parti socialiste, membre du Bureau national, Gérard Filoche, qui a dit que ce gouvernement n'avait plus rien de socialiste. Ce qui, dans sa bouche, est assez remarquable, car il a toujours été à la fois à la gauche du parti, mais plein de mansuétude pour justifier la permanence de son adhésion au mouvement socialiste, qui est une absurdité à mes yeux. Donc vous partagez ce point de vue. Ce gouvernement n'a plus rien de socialiste. Oui, la politique qu'il pratique est une politique économique de droite. Elle a sa logique, sa justification. Si les Français avaient voté à droite à l'élection présidentielle, ils auraient eu cette politique à quelques nuances près. Maintenant, c'est un gouvernement de gauche que les gens pensaient avoir élu. Ne m'en veuillez pas de protester de cela, car moi-même, si j'avais su que les choses prendraient cette ampleur, si vraiment j'en avais été totalement convaincu, eh bien peut-être que je ne me serais pas comporté comme je l'ai fait le soir du premier tour, où j'ai dit sans condition, nous appelons à battre Nicolas Sarkozy, parce que je pensais à ce moment-là qu'il y avait une différence de nature entre la politique économique de l'un et la politique économique de l'autre. Je ne parle pas des personnes, hein. Les personnes, je les mets toujours de côté. Le fond de l'affaire est la politique économique. Comme vous venez de le rappeler, François Hollande, en effet, est issu des réseaux de Lorient, a toujours été à la droite du PS. C'est pas une surprise, en fait, son orientation plutôt social-libérale, qui soutient l'Union européenne telle qu'elle est actuellement. Oui. Ce n'est pas une surprise. Vous avez raison. Donc, C'est pas une surprise, mais admettez que d'abord on a aussi un cœur en plus du cerveau. Donc votre raison vous dit quelque chose, et puis votre cœur vous dit quand même. Il le fera pas. Ça se passera pas comme ça. Ouais. Comment aurais-je pu imaginer que quelqu'un qui venait de dire qu'il ne toucherait pas à la retraite l'amènerait à 66 ans?
C'est lui qui a fait ça, personne d'autre. Nous en sommes restés les bras ballants de stupeur, surtout en le voyant à la télévision, avec sa mine qui n'appartient qu'à lui, dire qu'il protégeait, ne touchait pas à l'âge légal de départ à la retraite. Et le même homme signe une lettre à la Commission européenne en disant « Mais de toute façon, comme la moyenne d'entrée dans la vie active, c'est 23 ans, plus 43 ans de cotisation égale 66. » Donc cet homme est dans une duplicité permanente dont je n'imaginais pas l'ampleur. Pourtant, j'admets qu'il y avait des prémices. Souvenez-vous de François Hollande, jeune membre du cabinet de Max Gallo, écrivant pour lui le livre « La Troisième Alliance », qui est une espèce de manifeste blairiste, ou François Hollande, jeune dirigeant du Parti Socialiste, faisant semblant d'être l'auteur d'un livre de droite et parlant anonymement à la radio, ça s'appelait Caton, je crois. Donc cet homme est plein d'une duplicité, que certains appellent de l'humour, mais dont moi je n'imaginais pas l'ampleur. Je ne croyais pas qu'il mentirait autant. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propositions de l'aile gauche du PS et du groupe de parlementaires autour de Karine Berger pour éviter qu'on ne touche trop aux prestations sociales de base, notamment les retraites, mais aussi la famille, le logement? Vous vous retrouvez dans ces propositions? Alors, d'abord, je me réjouis de voir que des socialistes finissent par dire ce que je dis depuis plusieurs mois sur ce qu'est la pente. Pas seulement sur telle ou telle mesure concrète, qui sont extrêmement cruelles pour le tout venant, tels que le blocage de l'indice pour les fonctionnaires, jusqu'à la Saint-Glinglin, le maintien des minima sociaux. Bon, pour l'instant. Enfin, jusqu'à 2015 et ensuite, parce que vous savez bien comment ça se passe, ces choses-là. Il faut les faire passer à la petite cuillère. Pas seulement ça, mais sur le diagnostic politique, économique global. Le nombre de ceux qui entendent ce qui est mon discours, mais qui ne m'appartient pas à moi en propre, qui appartient à beaucoup d'économistes, qui est de dire la France a mis le doigt dans un cercle vicieux qui est qu'en contractant la dépense publique, en procédant à des coupes, elle s'interdit des efforts d'investissement qui seraient indispensables pour relancer l'activité économique de notre pays. À ceux qui trouvaient que ce slogan avait un caractère un peu trop productiviste, j'ai répondu en désignant un horizon de développement. J'ai proposé l'économie de l'entrée en mer. Bien. Si nous ne faisons pas ça, nous, nation jeune, nous n'aurons jamais d'autre résultat qu'une dépression croissante de l'activité, donc une augmentation du chômage, donc une réduction des recettes fiscales, donc une augmentation du déficit, donc l'obligation de recourir davantage à l'emprunt. Si bien que ceux qui croient guérir le mal sont en train de l'aggraver. Et tout cela parce qu'ils font preuve d'un manque absolu d'imagination politique, une espèce d'atrophie du sentiment d'appartenance à cette nation particulière qu'est la France, compte tenu de ce qu'elle est, démographiquement, intellectuellement, industriellement, pour une fascination pour le modèle allemand qui n'en vaut pas la peine et qui est avant tout un modèle construit sur la rémunération de la retraite par capitalisation du cœur de l'électorat de Mme Merkel. Voilà, point. C'est une politique pour les vieux Allemands à la retraite. Mais nous ne sommes pas des vieux Allemands à la retraite, nous sommes le peuple le plus jeune d'Europe. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans ce bilan très négatif que vous dressez de l'action gouvernementale depuis 2 ans, est-ce qu'il y a une mesure que vous saluez? Non. Aucune? Non, je sais qu'on me dit, mais dites-nous, j'ai vu M. Cambadélis dire, dis-nous au moins une mesure qui me convienne. Mais que pourrais-je citer? Le mariage pour tous? Par exemple, si vous voulez, parce que c'est une liberté plus grande. Mais les choses se sont passées dans des conditions épouvantables. On a vu le chef de l'État lui-même douter en cours de route et dire qu'il accorderait je ne sais quelle liberté de conscience aux officiers d'état civil que sont les élus municipaux, inventant une espèce de droit de dérogation à l'application de la loi qui, indépendamment de la question du mariage pour tous, qui porte à polémique en effet, pourrait s'étendre à d'autres domaines. Je ne suis pas d'accord avec la loi, alors je demande à ce qu'elle ne s'applique pas à moi. Mais c'est absolument invraisemblable. Il a donc, en quelque sorte, validé le raisonnement d'après lequel il s'agirait, à propos du mariage pour tous, d'une option purement idéologique et non pas en rapport avec des libertés publiques et civiles, que l'on peut désapprouver. Mais que lorsqu'on est de gauche et qu'on s'est fait élire sur ce thème, on doit au moins tenir par, je dirais, honnêteté intellectuelle devant le pays. Car ne l'oublions pas, le droit de discuter est entier. Le droit de ne pas être d'accord est entier. La démocratie n'impose pas des convictions. Elle propose un mode de décision, ça n'a rien à voir. 51 ont décidé, donc 49 sont obligés de s'incliner. Je m'incline devant la loi, même lorsque je suis opposé à elle. Eh bien, si le chef de l'État, le premier, vient à dire que cette loi contient un élément moral suffisamment choquant pour que chacun puisse l'appliquer ou non, il engage lui-même très mal la partie. Et il a en quelque sorte contribué à choquer, froisser les esprits
que cette nouvelle liberté, déjà, mettait mal à l'aise. Romain Masneau, RCF. Oui, on parlait de politique familiale. On sait qu'elle est dans le viseur du gouvernement avec la prime de naissance qui pourrait être réduite. Est-ce que vous dites finalement les familles aussi, la politique familiale doit être mise à contribution ou est-ce qu'il faut protéger ce... Non, mais moi je ne suis d'accord avec à peu près rien de cette politique d'austérité. Ouais. Je suis d'accord pour redéployer les moyens de l'État d'une manière permanente en fonction des objectifs de la nation. Je suis d'accord pour avoir une politique, je ne m'oppose pas à la rigueur, il y a un bon usage de la rigueur dans la gestion budgétaire. Je ne suis pas contre la rigueur, je suis contre l'austérité. L'austérité, c'est pas seulement des coupes de la dépense publique, c'est toute une vision de l'économie qui aboutit à cette idée absurde que c'est la politique de l'offre qui relance l'activité humaine et la vie de la société. Et le président de la République, s'offrant par-dessus le marché le ridicule, d'aller citer Jean-Baptiste Say, un économiste du XVIIIe siècle, c'est-à-dire antérieur à Karl Marx lui-même, n'est-ce pas, pour en tirer des leçons absurdes d'après laquelle c'est l'offre qui crée la demande. Il n'y a pas un économiste qui croit à une sornette pareille. Les libéraux y croient, Jean-Baptiste Say, c'est la référence avec Ricardo des penseurs libéraux d'aujourd'hui. Oui, mais nous savons depuis que ce n'est pas de cette façon que l'activité humaine peut se déployer. Je mets de côté ce que serait une activité totalement planifiée, qui à mon avis n'est pas jouable. N'a pu être imaginé qu'à certains moments de l'histoire, en raison du fait qu'on se représentait le déroulement de la société comme extrêmement linéaire. Depuis, la science nous apprend qu'il y a un principe d'incertitude, et donc de toute façon, ça ne marcherait pas. La planification qui est possible, c'est la planification de la transition écologique de notre modèle économique. Ça, c'est un effort immense qu'il faudra faire. Écoutez, prenons un instant de recul sur l'histoire de la civilisation humaine. C'est ça qui nous importe. La mer va monter d'1,40 m d'ici à 2100. Donc nous allons devoir déménager tout le littoral. 50% des Français vivent à moins de 100 km d'une côte. Ensuite, la mutation climatique, qu'elle soit le fait de cycles longs du climat ou de l'activité humaine ou de la combinaison des deux, a lieu. Est-ce que vous croyez qu'on va régler ces problèmes avec les sornettes sur la politique de l'offre, produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, pour que tout le monde consomme toujours plus des choses dont il n'a pas besoin, tandis que ce dont les gens ont besoin n'est pas pourvu en suffisance. Donc c'est un modèle absurde de civilisation. Et donc cette civilisation est en crise. Voilà le fond de l'affaire. Donc, quand vous me parlez de la politique familiale, voyez la sottise d'un raisonnement comme celui-ci. Alors voilà, il y a là une dépense qui se fait, on va couper dedans. Mais la politique familiale n'est pas parfaite en France, loin de là, il y aurait beaucoup à dire. Mais regardons-la comme un tout. Est-ce que ça vaut la peine d'aider ou non les familles à accueillir les enfants et à se constituer? Voilà la vraie question. Eh bien oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et qui doit le prendre en charge? La société tout entière. Comment devons-nous nous occuper des enfants? Comment? Jusqu'à quelle limite? Du mieux que nous pouvons. Et cela est sans limite de l'occupation que nous devons nous donner de nos enfants et de nos anciens. Voilà. Donc tout ça est absurde. La force de la France, c'est son dynamisme. C'est sa jeunesse, c'est le fait que c'est un peuple qui n'a jamais su rester assis. Voilà, pour la raison qu'il y avait toujours un jeune qui est en train de courir dans nos jambes ou qui voudrait bien s'asseoir à notre place. Eh bien, c'est tant mieux. C'est ça la dynamique intime, profonde du peuple français. Nous vieillissons quand même. Le peuple français vieillit quand même. Ben, encore heureux. Oui. Mais nous ne vieillirons pas longtemps. Voilà. Et j'en prends le pari devant vous, le sinistre pari. La moyenne de vie en bonne santé baisse dans tous les pays d'Europe. Et la moyenne de vie, d'une manière générale, en valeur absolue, baisse aussi, notamment dans les grands pays développés. Voilà le progrès de civilisation que nous a ramené ce modèle de société de consommation absurde et ces politiques d'austérité qui créent la mort autour d'elle. Parce que vous autres, les chrétiens, on vous entend souvent parler de la vie, mais j'aimerais bien que vous n'en parliez pas seulement à propos de la conception et du reste, mais aussi du modèle social qui conduit à ce qu'il y ait 40% d'enfants qui meurent de misère et de détresse de plus en Grèce. Vous savez ou que vous parliez des suicides, ou que vous parliez de la misère abjecte dans laquelle sont plongés ces peuples qui n'ont rien fait pour mériter un tel sort. Là, vous parlez exactement comme le pape François, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, tant mieux. Laurent de Boissieu, je ne sais pas si lui, ça a fait ses affaires que je parle comme lui. Laurent de Boissieu, la Croix. Question très concrète. Vous avez dit rigueur, oui, à la limite, mais pas l'austérité. Il y a des déficits publics aujourd'hui. Il y a un déficit public important en France et dans d'autres pays européens. Comment on fait? On augmente les impôts. Alors, baisser les dépenses? Non, avez-vous dit. Alors, on augmente les impôts. On emprunte, mais c'est un peu un cycle infini. Que fait-on concrètement contre le déficit public? Oui. Jean-Luc Mélenchon. Alors, cette question n'est pas entièrement nouvelle, donc je dois l'honnêteté pour nos téléspectateurs de dire que je suis un peu préparé sur le sujet. D'abord, je mets de côté la question de savoir
le poids particulier de l'intérêt de la dette dans le déficit, c'est-à-dire la part que ça occupe, aux alentours de 50 milliards et plus. Négligeable. C'est pas rien, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Ce poids doit donc lui aussi être discuté, mais je le mets de côté. C'est-à-dire, est-ce que cette dette est légitime ? Quel est son contenu ? Quels sont les moyens de rétorsion dont nous disposons par rapport à ceux qui viendraient à demander des intérêts abusifs ? Alors, ceux à qui on a prêté, enfin ceux à qui on a emprunté. Emprunté. Oui, oui, c'est ça. Ceux à qui on a emprunté, parce D'autres qu'une États, loi... des banques. Oui, oui, oui. Mais parce qu'une loi a fait que l'on a créé l'obligation pour l'État d'emprunter sur le marché C'est la loi de 73, financier. Qui n'oblige pas, mais qui Oui, complique mais les ça choses. revient au même. Bon. Donc, on a ce jour-là décidé que ni la planche à billets, qui produit une salutaire inflation quand il y en a besoin, ni le recours à l'emprunt des particuliers ne serait la voie la plus directe. Mais mettons ça de côté. Voici le résultat. Nous avons un déficit. Comment le comblons-nous ? Des esprits simples essayent de projeter sur tout un chacun l'idée qu'il en irait du budget de l'État comme de son budget personnel. Puisque j'ai moins et que je suis en déficit, alors il faut que je dépense moins. Cette vision s'appliquera en effet aux ménages, mais ne peut pas s'appliquer à l'État, car les ménages ne décident pas de leurs revenus, l'État si. Les ménages ne décident pas du développement de l'activité, l'État si, il le peut. Par conséquent, il y a deux manières de faire. Couper, ça ne marche nulle part, il n'y a pas un pays où ça ait marché, il n'y a pas un endroit où ça ait procuré le moindre bien-être. Ou bien, développer l'activité dans des conditions telles que les recettes fiscales viennent à augmenter et mécaniquement à boucher le trou, à dépenses constantes. Comment peut-on financer les dépenses nouvelles ? On peut faire des emprunts particuliers nouveaux. Et on peut faire des emprunts forcés pour le cas où les gens ne voudraient pas prêter. L'emprunte auprès de qui ? Auprès... Ah ben, personnellement, je sais ce que je ferais. Je partirais d'un plan d'entrée en mer de la France. Nous y développerions les cultures maritimes, les ateliers de construction-déconstruction, nous en avons déjà quelques-uns, la flotte marchande du monde à économie capitaliste constante. ça, c'est ce que vous Je faites ne suis même pas en train de vous raconter le socialisme écologique. C'est ce que vous faites de l'argent, mais concrètement, qui nous prêterait ? Oui, oui, mais attendez, j'y viens. Mais permettez-moi au moins qu'on parle un instant d'autre chose que de Donc, comptes. nous sommes entrés les en comptes, mer. oui, mais les comptes ne sont que l'expression de rapports de production et de rapports sociaux. À qui peut-on emprunter ? Je vous pose la question. Mais c'est très simple. À qui voulez-vous qu'on demande de l'argent pour faire des choses productives ? Eh bien, aux Français. Ils possèdent dans leur bas de laine l'équivalent d'une année entière de budget de l'État. Expliquez-moi pourquoi 1 euro sur 2 que les compagnies d'assurance collectent est employé à des investissements à l'étranger. Pourquoi ne serait-il pas investi en France ? C'est le modèle japonais. Pardon ? Le modèle japonais d'emprunt. Non, le modèle japonais, ça n'a pas marché. Ça n'a marché que sur un point. Ça leur permet d'être endettés à 200% sans que personne s'en inquiète. Mais le modèle japonais a produit la désinflation. Moi, je ne vous parle pas de ça. Oubliez ce vieux monde. Vous êtes prisonnier d'une image du monde qui est le tournicotis des élèves de l'ENA et de Sciences Po de ces dernières années qui n'ont jamais rien appris d'autre que l'économie libérale. Donc vous voulez emprunter aux Français, c'est ça ? Pour la part dont j'ai besoin. Voilà. Et je vous fais un pari. Regardez, si nous avions un plan d'investissement pour cette entrée en mer et qu'on garantisse, je dirais, allez, prenez le taux de la caisse d'épargne, 1, schmoll. Ou bien on arrondirait et on dirait, nous sommes généreux, 1,5. 1,5. Eh bien, je suis persuadé que ces titres-là trouveraient acquéreurs sur le marché comme valeur stable. Car en face, vous trouveriez une valeur réelle, des machines, des hommes, des équipements. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des objets spéculatifs sur lesquels travaille la sphère financière. Par conséquent, tout le monde voudrait avoir du bon français de l'entrée en mer. Tout le monde voudrait en avoir parce que ça permettrait à l'intérieur des stocks des fonds d'investissement d'avoir une part stable. La brique qui est sûre. Car aucun fonds d'investissement n'avance sans brique sûre. Eh bien, vous voyez, ce que je raconte est très raisonnable. Petit à petit, les gens finissent par s'en pénétrer. Et j'observe que des députés socialistes arrivent jusqu'à entendre ce que dit M. Stiglitz, et pas seulement les conseillers libéraux qui les entourent et pullulent dans toutes les instances de décision socialistes. Très bien, on arrive bientôt au terme de cette première partie de Face aux chrétiens. Une dernière question d'Alain Baron. En fait, ce que vous préconisez, c'est un grand emprunt national. Non, je préconise l'entrée en mer, et ensuite on trouve les moyens. Écoutez, c'est quand même terrible. Comment vous êtes tous devenus comme ça ? Vous croyez que De Gaulle se souciait de savoir où il allait trouver l'argent quand il crée l'usine barémotrice de la Rance ? Non. Quand il a décidé qu'on ferait les fusées, c'est Pompidou qui décide ça, ou Messmer, je ne me rappelle plus lequel des deux. Tout le monde avait dit on ne fait pas de fusées, on ne fait pas de fusées. Non, il a dit on fait des fusées parce qu'on en a besoin. Il y a le contrat de l'Union européenne aujourd'hui, M. Mélenchon. Oui, et vous le savez mieux quiconque. Attendez.
Mais commençons d'abord par nous dire que quand on veut atteindre un objectif, l'argent n'est pas un problème. Évidemment, il est très difficile d'expliquer à nos téléspectateurs, mais beaucoup d'entre eux ont la culture qui leur permet de connaître ces sujets. Hélas, tout le monde ne l'a pas, et on ferait bien de l'enseigner. L'argent que l'on emprunte n'existe pas. Les établissements bancaires ne sont obligés d'avoir que 8% en réserve de l'argent qu'ils prêtent. L'argent qu'ils vous prêtent n'existe pas. C'est très difficile à comprendre. J'avoue que moi-même, qui suis un littéraire, il m'a fallu quelque temps pour arriver à l'admettre. Eh bien, cet argent qui n'existe pas, la Banque de France est capable de le créer. Et la Banque de France, ou bien les autres banques, notamment la Banque d'investissement, à qui de manière très malicieuse, Moscovici a constitué un petit capital vraiment très limité, sans lui donner la licence bancaire qui eût permis à cette banque d'emprunter à la BCE, au taux de la BCE, et de pourvoir aux investissements dont la France aurait besoin. Par conséquent, si j'étais le responsable de la politique dans ce pays, il me suffirait d'une petite signature dans un coin pour donner la licence bancaire à cette banque d'investissement qui aussitôt pourrait aller se gorger à la Banque Centrale Européenne et ramener l'argent dont nous avons besoin en France. Donc tout ça n'est pas très compliqué. Ce qui est important, c'est d'avoir des grands projets, c'est d'avoir le goût du futur, c'est de savoir où on veut emmener la France, et pas seulement cette médiocre comptabilité de gens sans idées, sans imagination, qui ne croient pas à leur propre patrie. Très bien, nous vous avons bien compris, Jean-Luc Mélenchon. Vous restez avec nous, nous allons observer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens, et nous retrouvons notre invité, donc Jean-Luc Mélenchon, dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité est Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche et tête de liste du Front de gauche aux élections européennes pour le Sud-Ouest. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron pour Radio Notre-Dame qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Oui, monsieur Mélenchon, vous parliez d'écologie tout à l'heure. Madame Royal a remis à plat le dossier écotaxe. Est-ce qu'elle a eu raison ? Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi pas, ça va distraire. Mais l'écologie politique et la planification écologique, c'est pas la question de l'écotaxe, c'est un des aspects. On en a mesuré les aspects pénalisants et surtout la part d'illusion. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Donc, plus on pollue, plus on paye de taxes. Donc, il y aura un intérêt au budget de l'État à ce qu'on pollue. Tout ça est absurde. C'est comme le marché carbone. Vous connaissez cette affaire qui a été organisée par l'Europe, qui n'a produit pour l'instant que de la spéculation et des désastres. Non, ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre les questions écologiques. Je n'en fais pas reproche à Madame Royal. Après tout, pourquoi pas ? Chaque fois qu'on ouvre des discussions sérieuses, ça vaut la peine. Mais je proteste contre une vision de l'écologie par petits bouts qui est typique des technocrates et des élèves de grandes écoles. Ils voient ça par petits bouts et ils pensent que le marché est indépassable. Mais ils ne se posent pas la question de la mutation du système de production, d'abord de l'énergie, puis de tous les autres aspects de la vie quotidienne dans cette forme de société. La monstruosité du déchet, de la politique des déchets. 40% de la production alimentaire est jetée à la poubelle. La monstruosité de ces emballages destinés à susciter des besoins qui n'existent pas. Ce sont les fondements même de ce moment de la civilisation humaine que nous devons interroger et remettre en cause. L'écologie politique nous permet non pas d'annuler nos convictions antérieures, mais de les reformuler dans un cadre de préoccupation qui correspond à l'intérêt général. Je ne doute pas qu'il puisse y avoir une pensée de droite à propos de l'écologie, il y en a une, notamment dans la deep écologie. Mais pour l'écosocialisme et l'écosocialiste que je suis, il y a dans l'écologie politique le renouveau de notre pensée qui méritait d'être entièrement renouvelée. Vous avez vu que M. Cambadélis se propose de faire méditer pour la 4e fois son parti sur un projet pour 10 ans. J'ai dit pour la 4e fois parce que depuis les 10 dernières années, ils s'y sont mis à 4 fois de suite. Vous l'avez vécu ? Bien sûr, j'en ai vécu 2 s'il vous plaît. Et je dois être un des rares qui se souvient de quoi on parlait, puisque moi je m'y intéressais. Mais eux doivent se mettre au pied de ce chantier. Bon, nous nous y sommes mis. Et voilà comment la question de l'écologie se pose. Il faut faire bifurquer le modèle de production, le modèle de consommation, en commençant avec méthode et en planifiant. Parce que si vous ne planifiez pas, vous ne vous appropriez pas le futur. Ce dont il est question, c'est que, ayant le goût du futur, on se l'approprie. Or, aujourd'hui, nous sommes gouvernés par le court terme, dans l'entreprise, dans la vie, dans la société. Et vous avez des gens qui trouvent ça très bien, qui vous disent, Madame Parisot un jour avait dit, puisque l'amour est précaire, le travail peut l'être aussi. Alors d'abord, à supposer qu'on veuille que l'amour soit précaire, ce qui est un idéal assez particulier, mais pourquoi la vie humaine serait-elle marquée par la précarité ? C'est le contraire, on a inventé l'élevage pour en finir avec la chasse, on a inventé l'agriculture pour en finir avec la cueillette. Savez-vous, tiens, au moins on apprendra quelque chose aujourd'hui, que dans la mutation de la civilisation humaine,
C'est la première fois cette année que l'on a mangé plus de poissons élevés que de poissons pêchés. Et savez-vous pourquoi? Vous le devinez. Parce qu'il se trouve que du poisson à pêcher, il y en a de moins en moins. Voilà. Donc l'humanité vient de franchir un stade qui est passé de la cueillette à l'élevage à propos du poisson. Vous voyez, de grandes mutations sont en train de se faire. Et de quoi parlons-nous? De pauvres et misérables petites mesurettes, d'obscures batailles micro-locales, avec des gens qui, les uns se garnissent de bonnets rouges, les autres agitent des drapeaux moyenâgeux, et tout ça devrait occuper nos conversations. Franchement, nous sommes en dessous de la main. On va peut-être repartir sur les mesurettes, précisément, Romain Mazno. Juste une question sur l'écologie quand même, puisque vous me tendez la perche. Vous avez lancé plusieurs appels du pied à Europe Écologie Les Verts depuis qu'ils ont quitté le gouvernement. Et pour l'instant, on a l'impression que le rapprochement n'est pas encore tout à fait sur la bonne voie. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est des considérations tactiques, stratégiques, ou des divergences sur l'Europe notamment? Sur l'Europe, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a un peu des deux. D'abord, c'est le courant écologiste qui a structuré la présence du paradigme, comme on dit, c'est un mot un peu prétentieux, de l'idée, de la centralité de l'idée écologique. Donc ça, personne ne peut leur enlever. Ils sont donc les fondateurs en France. Bon, après Dumont, qui en a été le premier candidat. Moi, j'ai connu Alain Bombard, si vous en souvenez, qui était l'homme de l'écologie au Parti socialiste, qui n'a pas été entendu. Bon. Donc ce courant, nous avons en quelque sorte une gémellité avec lui, une proximité qui est faite à la fois d'attirance, parce que nous voyons bien ce que nous avons de commun, et puis un peu de répulsion parfois. Oui, il y a des moments où il nous irrite quand même beaucoup aussi. Je pense que l'inverse est vrai. Il y a des divergences sur l'analyse de la situation européenne. Mais là, nous touchons à autre chose, qui est la vision, les visions stratégiques. Nous ne parlons plus du fond philosophique commun. Donc oui, je pense que la gauche doit être entièrement reconstruite. Voilà ma conviction profonde. J'y travaille. Je crois avoir contribué à la renaissance d'un de ces rameaux. Le rameau républicain socialiste qui s'est exprimé dans l'élection présidentielle, qui est un rameau anticapitaliste. Bon, ça, c'est son identité, mais il n'est pas seul constitutif de l'idée de gauche. Et je vois bien la difficulté que j'ai, quels que soient les travaux que nous ayons faits sur l'écosocialisme, nous avons fait un manifeste, on l'a présenté dans toute l'Europe. Bon, on a du mal à embrayer. Je pense que si nos forces se joignaient avec celles des écologistes, avec des Verts, Europe Écologie Les Verts, qui n'a pas la propriété de l'écologie politique, je pense qu'ils en conviennent, eh bien, nous aurions plus d'écoute dans la société, nous aurions plus de capacité d'entraînement. Et enfin, nous nous mettrions en situation d'abord de rivaliser avec l'audience que garde encore le parti dit socialiste, enfin solférinien. Et donc, nous pourrions l'obliger, en le mettant en crise, en le faisant passer derrière nous, à se renouveler idéologiquement. C'est votre objectif pour les européennes, notamment? Oui. Alors, j'espère. Nous allons voir combien la gouvernementale non gouvernementale pèse par rapport à la gauche dite gouvernementale. Qui additionnez-vous dans ces deux gauches, gouvernementale et non gouvernementale? Alors, non gouvernementale, ceux qui ne sont pas au gouvernement. J'en propose une définition assez simple. Nous, le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, et puis sans doute un certain nombre de formations de l'extrême gauche ou de la gauche... comme on peut dire, qui vient d'arriver, Nouvelle Donne, par exemple. Bon, tous ces gens ne sont pas au gouvernement et sont dans un rapport critique à la politique gouvernementale. C'est une espèce d'opposition de gauche en pointillé. Je sais que le mot choque encore. Bon, les Verts viennent de sortir du gouvernement, alors ils sont encore tout chaud de l'ambiance. Écologie Les Verts, il y a une aile qui est, Martine Billard, votre coprésidente du parti de gauche, vient des Verts. Il y a une aile qui est proche de vous, mais il y a une autre aile qui est plus centriste, qui est plus proche, à la limite, de François Bayrou, du MoDem, de Corinne Lepage, que de vous. Eh bien, ils vont devoir discuter entre eux. Moi, je pense qu'ils sont de gauche, déjà, pour commencer. Bon, Bayrou n'est pas de gauche. Mais donc, je pense que même s'ils se sentent, ils ont des tropismes pour certains centristes, et pour d'autres plus que centristes. Antoine Wechter est plus que suspect. Vous savez qu'il est numéro 2 sur la liste d'Europe Écologie Les Verts dans l'Est. Bon, c'est quelqu'un qui est, qui n'a pas de gêne à dialoguer avec l'extrême droite. Bon, pour des raisons qu'on comprend, qui sont d'ailleurs assez traditionnelles et de longue main dans le courant écologiste fondamentaliste. Bon. Mais ce n'est pas notre sujet, nous sommes sur les formations politiques. Admettez qu'il y a déjà un décalage entre les formations politiques et les idées qu'elles portent. Bon, le républicanisme ne m'appartient pas, il appartient à beaucoup de monde. Mais je suis membre d'une formation républicaine, l'écologie ne m'appartient pas, etc. Et le socialisme non plus. Donc les formations politiques ont des divergences d'analyse stratégique, par exemple sur la construction de l'Europe. À mon avis, Europe Écologie Les Verts retarde
Ils n'ont pas vu la mutation essentielle qu'a été le traité de Lisbonne, puis le traité budgétaire sur l'identité de la construction européenne. Et donc, ils ne voient pas qu'il ne peut sortir de ça rien de bon, il faut refonder l'Europe. Mais vous avez raison de dire qu'il y a en effet débat, sinon l'affaire serait réglée. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat ait lieu. Et moi, en tout cas, je resterai sous la fenêtre avec ma mandoline le temps qu'il faut. Mais vous savez très Laurent bien Boissieu, que la certains vont faire une autre addition, qui ne sera pas d'additionner le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, mais il sera d'additionner le Front de gauche, le Front National et les autres listes eurocritiques en disant voilà, ce que moi j'emploie des guillemets, voilà les populistes qui critiquent l'Union européenne face au parti de gouvernement. Qu'est-ce que vous inspire cette addition que certains Au début, vont pour faire être franc avec vous, au début, ça me blessait terriblement. Comment pouvait-on me confondre avec l'extrême droite? Comment l'abject Plantu a-t-il pu faire ce dessin, lui qui est un subventionné du Qatar? Bon, puis après, au bout d'un moment, vous finissez par vous blinder. Et puis vous vous dites, les pauvres, ils croient réellement ce qu'ils racontent. Mais le mot populiste est une espèce de sac dans lequel on met tout ce qui déplaît à la bonne société, à la bien-pensance qui est en place, et qui rejette là-dedans tout ce qui parle fort, tout ce qui parle cru et dru. Ça n'a pas de sens. Le concept populiste n'éclaire rien. Il assombrit le paysage et ne permet pas de le comprendre. Voilà ce que j'ai à en dire essentiellement. Alors, mettre dans le même sac le Front National et le Front de gauche, pour faire quel genre d'addition? Tout le monde sait que nous sommes comme l'huile et l'eau, l'eau et le feu. Bon, ça n'a pas de sens. Je crois qu'il vaut mieux, de manière raisonnable, si on veut être raisonnable, si on veut penser le futur de notre pays dans des termes démocratiques, raisonnés, entre gens qui dialoguent, qui se parlent, qui bien sûr parlent parfois, on parle fort. La polémique est une bonne chose, c'est un excellent carburant de la démocratie. La démocratie n'est pas là pour organiser le consensus, c'est absurde. L'intérêt général humain est très difficile à discerner. Il est normal que nous soyons en compétition d'avis sur le sujet, que nous nous opposions philosophiquement, politiquement, programmatiquement. Bon, où est le mal là-dedans? Mais là, nous pouvons dire sur l'élection européenne, s'il vous plaît, de grâce, nous n'allons pas à nouveau tirer d'affaire les mêmes par une astuce comptable, c'est-à-dire l'UMP et le PS installés dans le camp gouvernemental, le cercle de la raison, les gens qui ont toujours raison quoi qu'il arrive, et tous les autres seraient de vaines poussières agitées. Non, s'il vous plaît, la France mérite mieux ce cap, nous sommes nombreux. Avec le FN, quoi que vous en disiez, vous êtes quand même le seul parti à éventuellement envisager, même si vous avez une solution qui est un peu plus complexe, mais à éventuellement envisager une sortie de l'euro. Le Front National, si j'ai compris ce qu'il dit, parce que ce n'est pas très constant. Madame Le Pen avait rangé la sortie de l'euro au moment des élections présidentielles, n'était pas si sûre de son affaire. Depuis, il y a un certain nombre de gens qui revendiquent la sortie de l'euro. Il n'y a pas que Madame Le Pen, il y a des gens de gauche qui pensent ça. Moi, je ne raisonne pas dogmatiquement. Je pense que cette vision de la monnaie est une vision, c'est un peu de la philosophie, c'est de l'idéalisme philosophique, c'est-à-dire ça considère la monnaie comme un en soi. Non, la monnaie est un équivalent entre des valeurs produites, premièrement. Donc la monnaie ne s'explique que dans son contexte social et les rapports de force politiques. Aujourd'hui, nous avons un euro Merkel, c'est-à-dire vissé à une banque centrale européenne qui a dans ses statuts pour unique préoccupation la lutte contre l'inflation, qui est une préoccupation de rentiers, qui n'est pas une préoccupation de gens vivants. Moi, j'aspire au rachat général de toutes les dettes qui nous procurerait une petite inflation de 4 à 5% qui sera un bonheur pour absolument tout le monde dans ce pays, et tous ceux qui ont acheté quelque chose, une maison, une voiture, se frotteraient les mains et viendraient me remercier chaque matin du bienfait que je leur aurais apporté. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, bien sûr, mais un peu, ça ne fait pas de mal. Par conséquent, elle dit, on va sortir de l'euro. Moi, je ne dis pas comme ça, je dis, il y a un euro Merkel, je veux un euro français. Si on ne peut pas avoir un euro français, alors moi j'assume la responsabilité de ma patrie. Les Français ont besoin, compte tenu de leur jeunesse présente et à venir, de beaucoup d'investissements publics. Nous ne pouvons pas faire la politique des retraités allemands. Par conséquent, si les Allemands, le gouvernement allemand, pour ne pas ethniciser ce débat, ne veut pas entendre raison, et qu'il se trouve qu'il a des alliés du côté de ces sujets à l'est de l'Europe, eh bien, nous en tirerons les conséquences. Ce qui est mortel pour la France ne serait pas supporté. Mais d'abord, il faut faire la démarche du dialogue. Écoutez-moi bien, ne prenons aucun risque, ne jouons pas avec le feu à propos d'Europe. Les vieilles histoires, l'histoire longue, nous travaille tous en profondeur. Et les cicatrices de l'histoire rouvrent toujours au même endroit les mêmes plaies. Nous ne devons pas jouer avec ce sujet. Si nous disions comme ça, nous sortons de l'euro, voilà, allez, hop, c'est fini.
c'est la catastrophe, parce que ça veut dire que ça nous ramène frontalement à la compétition avec les Allemands. Donc, avant d'y arriver là, il faut quand même essayer de faire une issue positive. L'issue positive, c'est changer les statuts de la Banque Centrale Européenne et changer la nature du dialogue que nous avons avec le gouvernement allemand. M. Sarkozy, comme M. Hollande, sont des petits garçons qui feraient bien de lire ce que l'empereur Claude écrivait lui-même sur le rapport qu'il faut avoir aux Allemands. Je le dis par plaisanterie et je renvoie nos téléspectateurs à la lecture de l'empereur Alain Claude. Baron, RCF, brûle de vous poser une question. On sait bien que l'Allemagne, pour vous, n'est pas un modèle, mais comment vous expliquez qu'avec le même euro, l'Allemagne s'en sort bien sur le plan économique, et pas la France? Mais périsse l'économie plutôt qu'une vie humaine, monsieur. Mélenchon. En quoi l'Allemagne réussit-elle mieux? Faut-il que je vous l'explique? Je vais vous l'expliquer. Commerce extérieur, par Je vais exemple. vous expliquer comment. Le commerce extérieur. Apprentissage, Mourons pour le commerce dialogue extérieur. Ça me syndical. paraît une cause valable. Je voudrais vous expliquer pourquoi tout ça n'a pas de sens. Les Allemands font fabriquer l'essentiel de leurs pièces de départ dans les pays limitrophes à bas coût grâce au dumping social. Ils les rapatrient sur le territoire allemand où ils les assemblent et produisent des produits made in Germany qui coûtent moins cher, non seulement du fait du coût social dans les pays de l'Est, de l'ancien pays de l'Est, qu'en Allemagne même, où les coûts du travail, le prix du travail a été abattu brutalement par M. Schröder, où le nombre de pauvres s'est accru sans qu'on n'en parle jamais, où la misère des travailleurs existe. Alors bien sûr, on vous donnera tous les 5 minutes comme exemple les travailleurs qui sont organisés par IG Metall, et on vous dira, ils ont touché une prime annuelle de ceci, une prime annuelle de cela. Je remarque que ce sont des primes et que ça n'entre pas dans le paiement des retraites. Pourtant, ces gens-là feraient bien d'y prendre soin. Bref. L'Allemagne a un modèle de production et ensuite, elle est dans des segments de production où il n'y a pas de compétition pour l'instant. Pour l'instant. Tandis que nous, Français, comme nous sommes un peuple, nous commençons quand même d'abord par produire pour nous-mêmes, de tous âges, de toutes conditions, nous avons des modèles de véhicules qui sont étalés sur toute la gamme. Et donc nous entrons en compétition avec toutes sortes de pays qui produisent à moins cher que nous. Mais ils ne produisent à moins cher que nous que pour une seule raison, c'est qu'ils y maltraitent les travailleurs comme nulle part ailleurs. Donc, quelle autre solution pour nous que d'avoir un protectionnisme de l'ère européenne qui pourrait être négocié, discuter avec les Chinois de protection frontalière est quelque chose de très facile à faire. Eux, ils ont un État. Au lieu de quoi, nous sommes en train d'organiser un grand marché transatlantique avec les Nord-Américains, où nous allons organiser une passoire encore plus grande qu'avant, puisque nous aurons un marché unifié sur les normes à plus bas coût. Je termine sur l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un modèle. L'Allemagne ne s'en sort pas mieux que la France. Sauf à considérer que l'enrichissement de quelques-uns, la pauvreté du grand nombre, les conditions de travail abominables, la surexploitation des voisins soit un modèle. Ça n'en est pas un pour moi. Et la France n'est pas qu'une économie. La France est aussi une société avec un principe. Liberté, égalité, fraternité. Pour les Allemands, c'est pas ça qu'ils ont écrit sur leur bâtiment public. Quand ils ont recréé le Bundestag, dans l'ancien Bundestag, ils ont écrit « den deutschen Volk », c'est-à-dire le peuple au sens ethnique du terme. Nous ne sommes pas un peuple ethnique. Nous ne sommes pas occupés que de nous-mêmes. La France, c'est un principe universel qui est pour l'instant logé dans quelques pays et nous n'avons pas toujours été à la hauteur de nos propres principes. Voilà ce que nous sommes. Donc nous sommes d'abord une société, ensuite une économie. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Vous avez dit que tout à l'heure que ce serait bien d'avoir une inflation un peu plus élevée. Il y a un débat chez les économistes pour savoir si on est en déflation, en désinflation, c'est-à-dire en décélération de la hausse du niveau des prix. Quelle est votre analyse et qu'est-ce que la BCE doit revoir? C'est ce que vous aviez là tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, une réponse brève. Oui, je suis très amusé de ce débat. Parce que on m'a regardé de haut, comment je prenais le risque de l'inflation, cher monsieur, qui d'abord accable les pauvres, blablabla. Bla, bla, bla. Et les mêmes qui sont en train d'appliquer leur remède de cheval, qui est en train de tuer la moitié de l'Europe, maintenant se mettent en danger de désinflation. C'est-à-dire que demain, les prix coûtent moins cher que la veille, donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous attendez demain pour acheter. Et comme cette société marche au carburant de l'achat et de la consommation, elle est en train elle-même de se mettre en panne. Dites donc, est-ce que vous ne croyez pas que le moment serait venu de demander des comptes à ceux-là plutôt qu'à moi? Car tout ce que j'ai dit s'est produit, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan politique. Et ce que je suis en train de vous expliquer pour le présent se réalisera malheureusement. Nous sommes contemporains d'un recul de la civilisation européenne. Nous sommes contemporains d'un recul de civilisation, car les indicateurs de ce qu'est la civilisation nous le signalent tous. Mais nous ne voulons pas le voir. Nous nous préoccupons de performance du commerce extérieur, de grandeur, de l'abaissement du prix du travail et autre chose qui ne tiennent aucun compte, ni des sociétés, ni des êtres humains, ni de la culture qui nous unit, car nous sommes d'abord des êtres de culture avant d'être des êtres d'économie. Merci pour cette lueur d'espérance. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouvons notre invité Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Merci beaucoup.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche et tête de liste de ce parti aux élections européennes. Pour le Sud-Ouest, il est interrogé par Laurent Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette troisième et dernière partie de Face aux Chrétiens. Jean-Luc Mélenchon, on sait que vous aimez avoir des positions iconoclastes en matière de politique étrangère. Alors sur l'Ukraine, comment est-ce que vous jugez l'interventionnisme de la Russie en Ukraine? Est-ce qu'il y a un risque de partition? D'abord, je commence par vous dire que je n'ai pas le goût des positions iconoclastes. J'ai le goût de mes propres positions. Voilà. Et elles sont souvent développées. iconoclastes. Oui, mais elles sont iconoclastes, j'en conviens. Pour une raison qui tient plutôt à l'air du temps. Dorénavant, la France est atlantiste et dès que les États-Unis désirent, la France souhaite. Mais c'est pas là-dedans que j'ai été éduqué, c'est pas là-dedans que beaucoup de Français ont été formés intellectuellement. Donc la question était, la Russie va-t-elle annexer l'Ukraine, Oui. Jean-Luc Mélenchon? Alors non, la question n'était pas celle-là. C'était quelle était mon approche de l'expansionnisme russe. Je n'en crois pas un mot. Il n'y a pas d'expansionnisme russe. Il y a un jeu, un rapport de force que je vais décrire rapidement. Les États-Unis d'Amérique, qui sont très préoccupés de leur rapport de force avec les Chinois, veulent contenir et intervenir dans cette direction en pressant de l'autre côté face aux Russes, qui eux-mêmes ont une vocation eurasienne affirmée qu'ils ont décrite de toutes les manières possibles. La Russie est la Russie, comme nous les Français, nous avons des contraintes qui sont liées à l'histoire, à la géographie et au reste. Les États-Unis d'Amérique essayent de faire avancer l'OTAN très loin, le plus possible collé à la Russie, avec un degré de provocation qui doit être souligné. C'est quand même les États-Unis d'Amérique qui ont commencé à inventer de mettre des missiles antimissiles en Pologne pour, paraît-il, intercepter les tirs iraniens. Mais aujourd'hui... Oui, c'est quand même très important. Ensuite, c'est eux qui ont suggéré que tous les pays qui rentrent dans l'Union européenne, tous sans exception, commencent d'abord par adhérer à l'OTAN avant d'entrer à l'Union européenne. Et depuis, ça continue. La Bulgarie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vieux réflexe issu de la guerre froide qui n'est pas spécialement dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, mais dans l'intérêt de tous les services qui pullulent dans ce pays. Il y en a 19, services d'intelligence, armés, qui sont des lobbies, qui ont une puissance absolument extraordinaire sur les décisions publiques. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire en Ukraine et en Géorgie. Je ne m'étendrai pas ici jusqu'au point de savoir si ces guerres suivent le pipeline ou pas, ce que je pense. Donc vous dites que c'est la faute des Américains? Totalement. Et je vais le justifier maintenant. Ça n'exclut pas, ça n'excuse pas les Russes. Hein, mais il faut regarder le point de départ. Donc ils ont voulu pousser. Et chaque fois qu'ils poussent, ils prennent les alliés qu'ils trouvent sur place. Ailleurs, c'était les islamistes, c'était la ceinture verte contre la ceinture rouge. Là, ils ont pris des nationalistes à la ramasse, des extrémistes, néo-nazis pour certains d'entre eux, qui s'appelaient comme ça. Néo-nazis? Bah oui. J'affirme, je répète, néo-nazi, un parti qui s'appelait national-socialiste, qui a des vasiskas, qui porte des t-shirts contre les juifs, et ainsi de suite, qui fait des milices armées. Ceux-là sont au gouvernement, ils ont 4 ministres dans le gouvernement de Kiev. Qui sont ces gens? Ils n'en ont rien à fiche, les États-Unis d'Amérique. Leur important pour eux, c'est leur nationalisme, c'est d'affronter les Russes. Ils utilisent les Nord-Américains et ils poussent le bouchon plus loin. Les Nord-Américains auraient dû être rendus plus prudents par l'expérience comparable qu'ils avaient eue d'une situation de même nature en Géorgie, où ils avaient appuyé cet absurde tyran qu'est M. Tchakashvili, n'est-ce pas, qui lui avait jeté le bouchon un peu plus loin pour obliger les Américains à affronter les Russes dans son pays et récupérer 2 enclaves. Bilan de l'opération, les Russes ont récupéré les 2 enclaves. Je finis. Par conséquent, lorsqu'il est devenu évident que l'OTAN s'appuierait sur un gouvernement ultranationaliste pour entrer jusqu'en Crimée, jusque devant les bases militaires des Russes, ceux-ci sont intervenus en entrant en Crimée, en profitant d'une provocation du gouvernement de Kiev, qui a été de décréter que la langue russe que parlent tous ces gens n'était plus une langue officielle dans leur propre pays. Si bien que la provocation du gouvernement ultranationaliste a offert à M. Poutine, sur un plateau, le moyen d'entrer en Crimée. Soit dit par parenthèse, je vois qu'aujourd'hui tout le monde soutient que la Crimée est ukrainienne et ferme pieusement les yeux sur le fait qu'il en est ainsi depuis que M. Khrouchtchev, par une décision du Soviet suprême et du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique d'heureuse mémoire, a donné la Crimée à l'Ukraine comme nous aurions pu donner je ne sais quel morceau à un pays qui nous serait proche. Voilà la situation. Pour l'Est de l'Ukraine aujourd'hui, que fait-on concrètement? La Crimée, c'est peut-être un peu, en effet, un cas particulier, mais pour l'Est de l'Ukraine, qui s'est déclaré... Que fait-on? Vous êtes incroyable, vous. Pourquoi faut-il faire quelque chose? On laisse donc, peut-être, mais... Non, mais vous avez raison. Alors, allons-y, que faisons-nous? Nous envoyons des navires de guerre, oui, nous sommes en train de le faire. J'en profite puisque je vais renouveler ici, sur cette antenne, ma question. Que font
les navires de la Marine nationale en mer Noire autour de l'équipage des États-Unis d'Amérique. Pourquoi le gouvernement français n'en a-t-il pas dit un mot? Pourquoi est-ce que ces navires qui sont porteurs de commandos sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Quelle raison? La France va entrer en guerre? La France va intervenir contre les Russes? Les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Donc ils ne et font pas l'histoire résister à longue des Poutine. Français proteste contre le fait que l'on traite les Russes en ennemis. Les Russes sont nos partenaires, liés par l'histoire, la géographie et nos intérêts profonds. Par conséquent, vous me dites, que ferons-nous? Eh bien, vous voyez, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Va-t-il reconnaître demain mieux que ce qu'il a reconnu à l'AFP en disant qu'il y avait un navire? Non, je dis il y en a 4. Et je le dis non pas parce que je dispose de moyens particuliers, quoique j'en dispose, mais parce que les observateurs qui sont autour, les pays limitrophes, ont compté 4 navires de guerre français. Que font-ils là? Alors, voilà que maintenant, dès qu'il se produit quelque chose dans l'ère d'influence des États-Unis d'Amérique, que fait-on, me dit-on? Eh bien, que fait-on en Arabie Saoudite contre la loi qui fait que l'on coupe les bras, les jambes aux voleurs, ou que ceci ou cela, qu'on interdit aux femmes de conduire les voitures? Que fait-on? Comment? On ne fait rien? Donc, vous voyez que selon le régime, il faut faire ou ne pas faire. Alors, d'abord, commençons par dire ceci. Nous n'avons aucun intérêt à attiser à la guerre. Et dire que les Russes sont nos ennemis, parler et se gargariser de l'expansionnisme russe, sans tenir aucun compte du fait du rôle néfaste qu'y jouent les Nord-Américains, c'est pousser à la guerre. Je ne veux pas de la guerre en Europe. Je rappelle que 100 ans après la guerre de 14, on devrait faire attention aux enchaînements d'alliances qui conduisent les uns à affronter les autres. Et je termine en disant une chose. On ne joue pas à la guerre nationaliste au milieu de 7 centrales nucléaires qui sont dans le même état que celle de Tchernobyl. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que Tchernobyl est en Ukraine et que vous ne trouverez pas une deuxième fois 200 ou 300 000 Russes pour aller mourir plutôt que de laisser la centrale dans l'état dans lequel elle se trouvait quand elle a explosé. Voyez-vous, vous ne les retrouverez pas. Alors s'il vous plaît, un peu de calme. La France doit être médiatrice. La France doit être une occasion de parler et non pas d'affronter. Alain Baron, RCF. Dans un tout autre registre, pour les relations bilatérales entre la France et le Vatican, M. Manuel Valls va aller à Rome ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez pour les canonisations? Je ne crois pas qu'il soit là-bas Mélenchon. pour les relations bilatérales avec le Vatican, car le Vatican est un État croupion, mais un État. Bon, mais il n'y va pas pour faire un échange de lettres diplomatiques, convenir d'une politique étrangère commune, des échanges économiques. Ça, c'est ce qu'on appellerait les relations avec un État. Nous avons des relations avec des États, quel que soit leur gouvernement. Par exemple, nous avons des relations avec l'État russe, avec l'État chinois, avec l'État allemand, etc., quel que soit le gouvernement. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une cérémonie à caractère religieux qui mérite donc le respect que l'on doit à la fois des autres, comme ce n'est pas la sienne. Bon, donc c'est une cérémonie religieuse qui correspond à un rite assez étrange, la canonisation, la sanctification et d'autres choses qui ont du sens pour vous, qui n'en ont pas pour tout le monde, qui appartient à la religion chrétienne et catholique en l'occurrence. Donc je ne vois pas ce qu'un gouvernement y fait. Car nous sommes, nous, République française, fondée sur le principe de la séparation des églises et de l'État. La séparation veut dire aussi le respect. On ne fait pas semblant de s'immiscer. Et on ne va pas recueillir un peu de la gloire qui viendrait à jaillir de la circonstance sur soi-même. C'est absurde. Je trouve que nous n'avons rien à y faire. Que des individus à titre privé, personnel, mus par la foi, qu'ils soient des anciens premiers ministres ou des personnalités, se présentent à Rome dans cette circonstance, je le comprends parfaitement. Cela correspond à leur foi. Et pourquoi pas, ils peuvent avoir trouvé dans leur foi, j'en suis certain, des motifs d'inspiration de leur action politique. Je ne suis pas gêné par ça. Mais que le chef du gouvernement aille à une canonisation me paraît tout à fait inconvenant, à mains égards choquant. Et je voudrais rappeler ce que ces mêmes solfériniens disaient dans le passé des initiatives de M. Sarkozy dans ce domaine. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « La réplique aux chanoines de Latran », qui a fait suite au discours de M. Nicolas Sarkozy, puisque les présidents de la République française sont, paraît-il, chanoines de Latran, sauf s'ils le refusent. Eh bien, je ne suis pas plus d'accord que je ne l'étais pour M. Sarkozy à ce que M. Valls aille représenter la République française dans une circonstance qui ne la concerne pas, même si la République française respecte chacun des cultes que pratiquent ses concitoyens, les citoyens de la République française, et respecte aussi ceux qui n'en pratiquent aucun et qui finissent par être un peu fatigués par toutes ces démonstrations. Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Une dernière question de Laurent de Boissieu, La Dernière Croix. question sur les élections européennes. Vous soutenez au niveau européen monsieur Alexis Tsipras, je ne suis pas sûr de la prononciation du nom. Oui, des fois on dit Tsipras, Voilà, moi j'aime bon. bien dire Tchim. Enfin, Alors, candidat de la gauche européenne, est-ce qu'il a des chances et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez, vous, Front de Gauche, apporter
au Parlement européen, sachant que c'est une cogestion entre le Parti populaire européen et les socialistes européens, entre l'UMP et le PS. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. De temps à autre, l'Europe Écologie, les Verts viennent faire la pointe. Et des fois l'ultra-droite. Bon, nous sommes l'opposition. Que voulez-vous? C'est comme ça en démocratie. Moi, j'ai une idée du mandat de député dont on me fait reproche parfois. Je crois que plus nous sommes nombreux, plus nous représentons ceux qui ne sont pas d'accord avec cette institution, ni son fonctionnement, ni son contenu, ni son organisation, qui la juge adémocratique, qui juge l'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui antidémocratique, comme il l'est prouvé dans les pays qu'elle oppresse, comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, sous prétexte d'aide financière et autres... Avec l'accord des gouvernements, j'allais dire locaux, enfin les gouvernements nationaux. C'est exact. Il s'est trouvé dans chacun de ces pays des lâches et des traîtres, comme M. Papandréou, pour trahir sa parole, capituler l'instant d'après et accepter que dans chaque ministère, il y ait un représentant du FMI, de la Banque centrale et de la Commission européenne pour décider à l'euro près ce qui doit se dépenser, ce qui fait de la colonie, de la Grèce, une sorte de colonie de la Commission. Moi, je n'accepte pas ce régime. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter? La voix de ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Soit on accepte la règle de la démocratie, vous êtes minoritaire, vous défendez votre point de vue. Je suis partisan de la 6e République, ça ne m'a pas empêché de siéger comme parlementaire dans la 5e. Je pense qu'il faut accepter ça. J'espère que nous finirons par être majoritaires. J'ai la certitude que nous le serons. Pas en Europe, mais en France, oui. Et en Grèce aussi. Le moment venu, à la faveur de circonstances historiques, où le pays aura besoin de s'appuyer sur quelque chose de fort, d'honnête et de républicain. Voilà, ça sera vos derniers mots, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir participé à cette édition de Face aux Chrétiens. Je vous rappelle que vous êtes coprésident du Parti de gauche et par ailleurs tête de liste de ce parti aux élections européennes pour le Sud-Ouest. Le prochain invité de Face aux Chrétiens sera la semaine prochaine José Bové, qui lui-même est tête de liste donc, pour les écologistes dans les élections européennes. Dans le Sud-Ouest aussi. Et dans le Sud-Ouest, exactement. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les différents sites de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.